Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation à l'ITES pour cette présentation d'un sujet qui va impacter, je pense, tout l'écosystème numérique, toute l'industrie du numérique et dont il nous est apparu important de vous parler. C'est une initiative tout à fait récente mais qui remonte loin. Il s'agit du Cyber Resilience Act, qui est une initiative législative de la Commission européenne. Et je vais faire un petit historique pour vous expliquer d'où ça vient. Au cours de l'été 2020, le conseil d'administration du CIGREF avait décidé de constituer une task force consacrée à la sécurité numérique afin de répondre à l'exaspération croissante de nos adhérents qui étaient confrontés à cette époque-là, et dans le cadre notamment de la crise sanitaire, à une explosion des cyberattaques. Vous le savez tous, la situation sécuritaire dans l'espace numérique est une préoccupation majeure, et majeure pour tous les adhérents du CIGREF, en tous les cas, ils nous le disent, qui voient leur surface d'exposition croître de façon quasi exponentielle, dans un contexte où la capacité des cybercriminels, au cours de ces dernières années, à commettre leurs forfaits, s'est professionnalisée, s'est industrialisée, s'est mondialisée, et elles croient aujourd'hui plus rapidement que leurs victimes à se protéger. Hein, c'est dit très officiellement par l'ANSSI, qui annonce chaque année, par rapport à l'année précédente, des chiffres d'augmentation des cyberattaques que l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, a été amenée à traiter. Tout ça se développe dans un contexte géopolitique que vous connaissez, d'abord où les principales puissances elles-mêmes, la Chine, les États-Unis, la Russie, sont au bord du cyberaffrontement, et où le conflit en Ukraine a renforcé cette dynamique délétère d'affrontement. La conclusion qu'on en a tirée à cette époque-là, c'est qu'à ce rythme d'augmentation de la cybercriminalité, des cyberattaques, de la cybermenace, à ce rythme, si la France et l'Europe ne prennent pas rapidement la mesure de ce défi sécuritaire, il pourrait bien se faire que nous soyons confrontés collectivement, à l'horizon d'une dizaine d'années, à une situation dans laquelle le chaos numérique s'installerait et il n'y aurait que quelques happy few, essentiellement d'ailleurs dans cette salle, qui auraient la capacité d'utiliser les ressources de manière normale, les ressources numériques pour leurs activités dans des formes de campagnes numériques, en référence, vous savez, à ces zones de vie très sécurisées qui existent dans les États faillis et dans lesquelles les personnes qui ont les moyens peuvent continuer à mener leur activité de manière normale, vivre normalement, alors que tout autour de ces campagnes ultra sécurisées, eh bien, l'essentiel de la collectivité vit dans une situation de chaos sécuritaire permanent et de risque sécuritaire permanent. Cette sombre perspective n'est pas qu'une hypothèse ou une vue de l'esprit, mais un scénario qui est plausible et que l'on observe au cours de ces dernières années en prolongeant les courbes des cyberattaques. Alors, la première obligation des États en matière de souveraineté numérique, c'est un concept vague qui est utilisé aujourd'hui à toutes les sauces, auquel on se réfère tout le temps. Eh bien, en matière de souveraineté numérique, la première obligation des États devrait consister à assurer la sécurité des biens et des personnes, la sécurité des activités légales qui se déploient dans l'espace numérique, au même titre que dans l'espace physique. Je ne vais pas vous décrire la menace qui est elle-même polymorphe, qui est menée par des acteurs particulièrement habiles, qui opèrent bien souvent dans une forme de proximité ou de porosité avec des officines étatiques, para-étatiques, notamment dans des États comme la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, pour ne citer que les plus évidents. Et ces activités illicites, illégales, cybercriminelles, eh bien, vous les connaissez, ce sont les ransomware, mais également l'espionnage, qui est peut-être moins visible. Et l'ANSSI elle-même, Guillaume Poupard l'a annoncé il y a quelques jours au Forum international de la cybersécurité à Lille, 80% de l'activité de l'ANSSI, c'est pour lutter contre le cyberespionnage. Et enfin, plus grave, beaucoup moins visible, mais tout aussi préoccupant, c'est la lutte informatique offensive que livrent certains États
qui déposent des armes logiques ou qui ont la capacité de déposer des armes logiques sur les infrastructures critiques de leurs adversaires. Tout ça nous a amené en novembre 2020, a amené le SIGREF en novembre 2020 à adresser un courrier au Premier ministre de l'époque, M. Castex, notamment pour l'appeler à développer un arsenal juridique à l'échelle européenne pour effacer la singularité de l'industrie du numérique, qui est probablement la seule industrie en Europe qui n'est soumise à aucune norme de sécurité contraignante, à aucune règle prudentielle pour la fabrication de ses produits, logiciels, services, et normes obligatoires qui permettraient, le cas échéant, d'engager la responsabilité des fournisseurs. Toutes les autres industries en Europe y sont soumises, bien sûr les plus évidentes, l'industrie du médicament, l'industrie agroalimentaire, l'industrie de l'automobile, mais également l'industrie des produits chimiques, des moquettes, des rideaux, des peintures, mais également l'industrie des produits financiers, des produits d'assurance, sont soumis à des règles prudentielles pour la confection et la distribution de leurs produits. En janvier donc, 2021, le SIGREF avait formalisé sa doctrine en matière de sécurité numérique, alors qui repose sur 4 piliers. Je vais me concentrer sur le quatrième, mais elle se décline de la manière suivante. Premier pilier, c'était le renforcement de la protection cyber des systèmes d'information. Et donc, à ce titre, le SIGREF avait accueilli très favorablement la stratégie d'accélération cyber qui avait été annoncée par le président de la République en février 2021. Deuxième pilier, la lutte contre la cybercriminalité à l'échelle européenne par des moyens de police et de justice adaptés. Et là, on ne peut faire que le constat des carences de l'État en la matière. Troisièmement, le développement d'un concept extrêmement régalien et qui doit rester bien entendu discret, c'est celui de la cyberdéfense dans la profondeur, qui est une mission qui doit permettre aux États, notamment à l'État français, d'identifier et de neutraliser des cyberagresseurs qui sont situés dans des zones géographiques dès lors qu'ils ne sont pas, que l'on ne peut pas les appréhender par des moyens de police et de justice classiques. Et si on ne le fait pas, si les États ne se saisissent pas de ce sujet, alors les velléités de développement de stratégies de hackback, qui ont certaines faveurs aux États-Unis, pourraient bien se développer. Pour le dire autrement, c'est-à-dire que chacun sera amené à se faire justice lui-même et à renforcer le chaos dans l'espace numérique. Et enfin, quatrième pilier, c'est celui de la régulation à l'échelle européenne, de la sécurité par conception et par exploitation de tous les produits et services numériques qui sont mis sur le marché européen. Alors, le SIGREF était un petit peu tout seul à le dire en 2020, début 2021, mais nous avons la surprise de voir arriver en 2021, en février 2021, un rapport de l'OCDE. Alors l'OCDE, c'est une organisation intergouvernementale qui fait des propositions de politique publique pour les États membres de l'OCDE. Et l'OCDE a publié un rapport, Enhancing Digital Security of Product, qui allait dans ce sens-là et qui proposait aux États membres de l'OCDE de développer des politiques publiques de renforcement de la sécurité intrinsèque des produits et des services numériques. Et c'est dans cette logique que la Commission européenne a lancé cette année, le 16 mars 2022, une nouvelle initiative législative en proposant un futur règlement, le Cyber Resilience Act. Alors, je vous lis ce qu'en dit la Commission européenne directement. Les produits et services des technologies de l'information et de la communication créent des opportunités pour les économies et les sociétés de l'Union européenne, mais aussi de nouveaux défis. Lorsque tout est connecté, un incident de cybersécurité peut affecter un écosystème entier et perturber les activités économiques ou sociales. Pour répondre aux besoins du marché et protéger les consommateurs contre les produits et services non sécurisés, cette initiative visera à fixer des exigences de sécurité auxquelles les fabricants et les vendeurs de ces produits devront se conformer. Alors, la Commission européenne a proposé à l'ensemble des Européens, et au-delà d'ailleurs même, de se prononcer dans le cadre d'une contribution publique qui avait été ouverte en avril sur cette initiative législative.
et elle a été fermée donc le 25 mai 2022. Et bien entendu, le SIGREF y a répondu pour l'appuyer, pour appuyer cette initiative. Et cette réponse, nous l'avons fait collectivement avec nos partenaires européens, Voice en Allemagne, CIO Platform Nederland aux Pays-Bas et Beltug en Belgique. En tant que représentants des utilisateurs professionnels, nous avons donc soutenu fermement cette initiative législative qui consiste à imposer par la loi des exigences horizontales en matière de sécurité pour tous les produits et services numériques. Et donc, nous avons donc soutenu ces objectifs qui sont visés par cette initiative législative, avec néanmoins certains points de vigilance sur lesquels nous avons appelé l'attention de la Commission européenne. D'abord, le premier point, c'est que nous souhaitons que ce Cyber Resilience Act réglemente la sécurité des technologies numériques, mais surtout leur cycle de vie, et pas uniquement à la conception. La sécurité par conception est une excellente démarche, bien entendu, mais également, il ne faut pas oublier l'intégration de ces technologies, leur administration, leur exploitation, leur configuration. Et donc, il faut que, là aussi, des normes minimales contraignantes sur tous ces sujets puissent s'appliquer sur l'utilisation des produits et des services qui sont proposés sur le marché de l'Union européenne. Deuxième chose, le Cyber Resilience Act doit couvrir les technologies numériques également dans les produits, les services annexes, les processus, et indépendamment de l'utilisation qui en est faite par le consommateur individuel ou par l'utilisateur professionnel. Les vulnérabilités des logiciels actuels ont de plus en plus d'impact sur les utilisateurs professionnels, et vous êtes nombreux à le savoir. Les coûts élevés et croissants du patch management et de la résolution des vulnérabilités ont des impacts significatifs aujourd'hui sur le fonctionnement des directions des systèmes d'information. Troisième point, il est intéressant de développer un Cyber Resilience Act qui soit complémentaire des réglementations qui s'imposent déjà à certains secteurs d'activité ou à certains acteurs. Et dans la proposition qui a été faite par la Commission européenne, ce point n'apparaissait pas. Et donc, ce Cyber Resilience Act ne doit pas provoquer de la sur-implémentation de normes pour certains secteurs d'activité qui sont déjà bien pourvus en la matière. Je pense au secteur bancaire, je pense au secteur de la santé. Quatrième point, légiférer, réglementer, c'est bien, mais encore faut-il avoir les moyens de contrôler. Et là, c'est un défaut que nous avons vu dans cette proposition de la Commission. Il n'y a pas grand-chose qui est prévu pour contrôler la mise en œuvre de ces obligations pour l'industrie du numérique. D'ailleurs, ça sera très compliqué. À chaque fois qu'on en discute, c'est un des points d'achoppement, mais qui peut contrôler qu'effectivement des lignes de code sont développées de manière sécurisée, sont implémentées de manière sécurisée. Alors, il existe cependant des normes. Hein. Il y a une norme qui s'appelle l'ISO 5055 de 2021 qui, elle-même, permet justement d'auditer du code et de vérifier qu'effectivement, il a été développé de manière sécurisée. Enfin, nous estimons que la mise en œuvre d'un tel acte législatif, le Cyber Resilience Act, devra être particulièrement progressive parce que c'est une révolution que ce changement de paradigme pour l'industrie du numérique et que l'on recommande de commencer par l'imposer notamment aux fournisseurs de composants critiques des systèmes d'information que l'on retrouve de manière assez générique dans la plupart des systèmes d'information. Et d'ailleurs, à ce titre, avec l'ANSSI, en 2021, nous avons mené un travail d'identification de ce qu'on appelle les composants critiques des systèmes d'information que nous avons présenté à l'ANSSI et sur lequel nous devons continuer à avancer et qui peut être une bonne base pour être une première étape d'implémentation d'un tel Cyber Resilience Act. Mais également, il ne faut pas qu'une telle obligation se fasse au détriment de l'innovation, notamment des acteurs européens. Et donc, il faudrait qu'il puisse concerner d'abord les grands fournisseurs de produits et services numériques qui, par ailleurs, d'une certaine manière, sont déjà assez avancés sur ces sujets-là.
Nous avons indiqué également à la Commission que nous étions disponibles avec nos partenaires européens pour apporter toutes nos contributions au processus d'élaboration de ce Cyber Resilience Act. Nous considérons également que la sécurité intrinsèque des produits et des services numériques sera, pour la décennie qui vient, une des conditions essentielles de la croissance de l'économie européenne et de sa résilience dans le contexte géopolitique actuel et futur. Et nous appelons donc la Commission à établir ce cadre exigeant, prescrivant des normes et des standards clairs, l'assurance de la conformité de ces standards et de ces exigences, de ces normes par les autorités publiques, une concurrence loyale entre les acteurs sur ces sujets, et des règles de responsabilité qui soient équitables entre les utilisateurs et les fournisseurs. Alors, au cours de l'automne 2022, la Commission européenne devrait publier un projet de texte. Et bien sûr, le CIRF est dans les starting blocks pour accompagner avec détermination ce marathon législatif qui se prépare, puisqu'une fois que la Commission européenne a publié un texte, il est soumis à commentaires, puis ensuite il est envoyé au Parlement européen, qui l'amende éventuellement, il est envoyé au Conseil européen, qui établit sa propre version, et ensuite, dans le cadre de ce qu'on appelle le trilogue, qui réunit la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen, eh bien, un texte de compromis devrait être trouvé peut-être aux alentours de 2024, fin 2024, début de 2025. On peut l'espérer. Néanmoins, il y aura bien entendu un sujet tout à fait important à traiter, c'est que de nombreuses oppositions à ce texte ne manqueront pas de s'exprimer et qu'il faudra porter le fer contre toutes ces oppositions. Un dernier point, et qui est tout à fait connexe avec le Cyber Resilience Act, c'est tout ce qui concerne le sujet de la résilience des produits et des services cloud. Vous savez peut-être, sans doute, que l'ENISA, l'agence de cybersécurité européenne, est en train de développer un schéma de certification pour les services cloud. Et ce schéma de certification, jusqu'à maintenant, prévoit 3 niveaux d'exigence. Un niveau basique, qui est essentiellement basé sur des exigences de transparence. Un niveau substantiel, qui correspond peu ou prou à la partie sécurité numérique du référentiel français Secnum Cloud. Et un 3e niveau, qui reprend toutes les exigences des 2 niveaux en dessous, mais qui garantit l'immunité des solutions et services cloud mises sur le marché européen vis-à-vis des législations non européennes à portée extraterritoriale. Et ce niveau 3, cette exigence d'immunité vis-à-vis des législations non européennes, eh bien fait débat en Europe actuellement. De nombreuses oppositions se déploient et il n'est pas certain que cette volonté française, en tous les cas qui est exprimée par les utilisateurs français, les grands utilisateurs français dans leur immense majorité, qui a fait l'objet de travaux importants de la part du CIRF, notamment dans ce qu'on appelle le référentiel du cloud de confiance. Je crois que je l'avais présenté l'année dernière ici. Cette notion d'immunité aux législations extra-européennes eh bien, risque de ne pas advenir, alors que les autres plaques géographiques, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, ont consacré dans leur propre législation cette immunité pour certaines activités, que ce soit des activités que l'on qualifierait d'importance vitale ou de services essentiels. Les acteurs, tant américains que chinois ou russes, peuvent accéder à des solutions qui garantissent cette immunité. L'Europe risque, sous diverses pressions, que ce soit la pression de nos grands fournisseurs nord-américains ou la pression de certains États du nord de l'Europe, dans le contexte géopolitique actuel, ne sont susceptibles, aujourd'hui, eh bien, d'empêcher l'Europe de se doter de cet instrument qui, par ailleurs, tout à fait indispensable à de nombreux acteurs français. Je pense à des activités, que ce soit dans le monde de l'énergie, que ce soit dans les administrations publiques, qui ont besoin de solutions et services cloud particulièrement, avec un niveau de protection particulièrement renforcé, pour assurer la protection des données sensibles, du patrimoine informationnel sensible des entreprises, que ce soit d'ailleurs des données financières, commerciales, de R&D.
il ne faut pas oublier que, et je terminerai par ça, eh bien, nous sommes plongés dans un monde qui n'est pas un monde de naïfs. Les législations, notamment nord-américaines, sont parfaitement normales pour un État souverain. Mais j'appellerai votre attention, pour ceux qui ne connaissent pas cette législation, sur l'article 702, la section 702 du Foreign Intelligence and Surveillance Act, qui permet aux agences de renseignement américaines, et notamment la NSA, de faire de la collecte massive, a priori, sans mandat judiciaire, des données de toutes les non-US personnes, que ce soit des non-US personnes physiques ou morales, dès lors que leurs données sont hébergées dans les environnements cloud de sociétés qui relèvent de la législation américaine. Et il ne faut jamais oublier que toute agence de renseignement, aujourd'hui, l'essentiel de son activité, c'est une activité de renseignement économique. Et donc, si l'Europe ne comprend pas ça, si l'Europe ne le prend pas en compte, et d'ailleurs, Google ou Microsoft l'ont très bien compris eux-mêmes, puisqu'ils développent avec des acteurs français des solutions comme Bleu pour Orange et Capgemini, avec Thales pour Google, Microsoft avec Orange et Capgemini, Google avec Thales, qui doit avoir des annonces, si j'ai bien compris, dans quelques jours tout à fait substantielles sur le sujet, développent des solutions qui garantissent cette immunité aux législations non européennes à caractère extraterritorial. Et donc que la Commission européenne, que l'Union européenne soit capable de se doter d'un tel schéma de certification pour les solutions et services cloud nous paraît absolument essentiel. Je terminerai sur ce point-là en appelant tout le monde à la vigilance vis-à-vis de la façon dont l'Union européenne se saisit de ces sujets. Merci Henri Dagrin, bravo. Est-ce que l'on progresse dans ce domaine ou est-ce que vous avez le sentiment qu'encore de nombreuses entreprises françaises ne sont pas sensibilisées à ces sujets? De sécurité numérique? Oui. Il me semble que, en tous les cas, sur le périmètre que je connais, celui des adhérents du SIGREF, ces 155 les grandes entreprises françaises et grandes administrations publiques françaises, toutes ont très largement progressé au cours de ces 5 dernières années en la matière. On a fait plusieurs sondages. Il ressort de ces sondages, alors avec variabilité en fonction des secteurs d'activité, de la sensibilité des données qui sont manipulées, voire du statut juridique. Je suis un opérateur d'importance vitale, un opérateur de services essentiels ou pas. Globalement, les budgets consacrés à la sécurité numérique, à la cybersécurité, d'un facteur 3 à 5 au cours des 5 dernières années. Il n'y a pas beaucoup de domaines dans l'IT où les budgets ont progressé de cette façon. Avec, bien entendu, des difficultés récurrentes, trouver des solutions, notamment pour des grandes entreprises qui puissent passer à l'échelle et qui soient suffisamment robustes, recruter les talents dont on a besoin dans une grande entreprise. Et puis, il y a ce problème croissant du patch management, du dévoilement de vulnérabilités multiples. Un grand opérateur me racontait récemment, un industriel, probablement opérateur d'importance vitale, même si on n'est pas capable de le savoir, me disait qu'il a donc dans les milliers de vulnérabilités à traiter par an, il en a 50 qui sont particulièrement critiques, quasiment une par semaine. Or, ces processus d'industrialisation du patch management qui sont parmi les plus évolués qui puissent être, parce qu'ils ont mis énormément de moyens sur le sujet, c'est au minimum 10 jours pour faire des tests de non-régression sur leur système critique. 10 jours. C'est-à-dire que pendant 10 jours, la vulnérabilité est dévoilée. Ce qui fait que quand on a 50 vulnérabilités, en gros une par semaine, c'est-à-dire qu'il y a quasiment tout le temps 2 vulnérabilités qui sont ouvertes sur le système d'information. Vulnérabilité critique. Est-ce que ça va devenir une routine, en fait?
Est-ce que ça va devenir l'état normal? Ça serait un état normal si les choses n'évoluaient pas de cette manière-là, mais elles évoluent de manière quasi exponentielle, en tous les cas plus rapidement que la capacité des entreprises aujourd'hui à se protéger. Henri, vous êtes un homme souriant. À chaque fois que je vous vois intervenir en public, vous êtes la sérénité même. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous empêche de dormir? Informatique, s'entend. À moi, en tant que délégué général du CIREF, rien. Non, je plaisante. Si, ce sont les préoccupations de mes adhérents qui m'empêchent de dormir. Et les deux sujets de préoccupation majeurs de mes adhérents, il y en a beaucoup, bien sûr, des sujets de préoccupation. Et j'espère que Jean-Luc Perrard ne me contredira pas. Mais il y en a deux aujourd'hui qui ressortent et qui sont au-dessus du panier. Et c'est de vrais sujets. C'est celui des compétences, de l'emploi, du recrutement, de la fidélisation, des talents, de leur gestion. Aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement critique. Ça n'a rien à voir avec la cyberguerre. Et le deuxième sujet extrêmement critique de la même manière, et d'ailleurs même de nombreux DSI me disent, c'est le seul sujet qui me tord le ventre le vendredi soir quand je ferme mon bureau, que je rentre à la maison, c'est est-ce que c'est ce week-end que je vais être obligé de rappeler la cellule de crise parce que nous sommes cyberattaqués. Ah oui. Donc les deux sujets, sécurité numérique et les compétences. Merci Henri. Henri,